Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et pour la discussion mensuelle de ce mois-ci, je vous propose un petit point sur ma vie simple, le côté minimalisme, rapport à la consommation, rapport aux objets, etc., dont je n'ai pas parlé depuis plusieurs années maintenant. Donc tout ce qui est opération porte-monnaie zippée, etc. Vous avez été plusieurs à me demander où j'en suis dans cette réflexion-là, le parcours de simplicité, le rapport au minimalisme, etc. Donc, eh bien, c'est le sujet de l'émission du jour. Le thé est un hojicha, qui est un thé grillé japonais, dans une tasse artisanale qui vient de Lagrasse dans l'Aude. Alors, en ce qui concerne la mise à jour d'artistes qui démarre chaque émission mensuelle, je n'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, puisque comme vous le savez peut-être si vous avez suivi les contenus, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, je suis présentement en congé maternité, et du coup, tous ces contenus que vous consommez en ce moment, je les ai tournés en avance, quelques semaines, voire quelques mois en avance, puisque je m'y suis prise à l'avance et que je les ai tournés petit à petit au fil de l'été et du début de l'automne. Donc bien évidemment que je n'ai pas de mise à jour, on va dire, de maintenant, à vous dire, puisque peut-être que je sais pas encore quand sortira cette émission, mais elle va sortir potentiellement dans 1 mois, 2 mois, 3 mois par rapport au moment où je suis en train de la filmer, si vous voulez, l'enregistrer. Donc j'ai pas de mise à jour à vous faire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez savoir un petit peu, de manière un petit peu plus simultanée, ce qui m'arrive dans ma vie, si vous voulez avoir des nouvelles un petit peu plus récentes, parce que là c'est un peu des contenus que je vous propose, des ressources que je vous tourne à l'avance pour que vous puissiez en bénéficier au cours de l'automne. Mais si vous voulez des nouvelles un peu plus simultanées, il y a 3 canaux que vous pouvez consulter. Le premier canal, c'est la page Instagram de Café aux Étoiles. Je ne garantis pas que je la tiendrai à jour pendant le congé maternité, parce que je ne sais pas encore au moment où je tourne ce contenu comment va se passer mon congé maternité. Mais si je suis amenée à faire quelques posts rapides ou quelques stories, il y a des chances que ça se passe sur Instagram. Deuxième canal que vous pouvez employer, c'est la newsletter. C'est-à-dire que si je suis amenée à vous apporter des nouvelles, des choses importantes à savoir, etc. Par exemple, quand va se terminer le congé, où j'en suis, si tout va bien. Voilà, s'il y a un canal que je suis amenée à mettre à jour pendant le congé maternité pour vous rédiger une information plus actuelle, ce sera probablement via la newsletter, donc les emails mensuels que reçoivent les abonnés avec de temps en temps des brèves pour vous signaler quelque chose qui est limité dans le temps et où je ne peux pas attendre le mois suivant pour vous le dire. Donc, deuxième canal, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et le troisième canal, c'est le salon Discord de Café aux Étoiles. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas encore si je vais m'y connecter et à quelle fréquence, mais c'est un canal communautaire sur lequel je me connecte très régulièrement, même d'un point de vue personnel, pour maintenir mes liens sociaux avec mes proches. Donc s'il y a un canal où je suis amenée à apporter des nouvelles rapides, 2-3 petits mots comme ça, c'est tout à fait faisable pendant un congé. Donc voilà le troisième canal que vous pouvez rejoindre si vous voulez rester au courant et avoir des petites nouvelles. Donc pour rappel, vous pouvez vous abonner à la page Instagram de Café aux Étoiles, vous abonner à la newsletter à l'être créative et sereine, où vous pouvez rejoindre le salon Discord de Café aux Étoiles. Je vous mettrai les 3 liens en description de la vidéo si vous regardez sur YouTube et en description du podcast si vous écoutez en podcast. Donc maintenant, le sujet du jour, je n'ai pas scripté du tout. Donc je vais vraiment vous parler de manière tout à fait spontanée comme ça vient. Donc vous avez été plusieurs, notamment sur le serveur Discord justement, à me demander où j'en étais de mon parcours de simplicité, de minimalisme, du rapport aux objets, parce que c'est vrai que j'en parlais pas mal il y a quelques années, il y a même un podcast entier qui existe qui s'appelle Simple et Cité, qui a 30 émissions, que je ne mets plus à jour depuis 5 ans, mais vous avez les archives qui sont disponibles à l'écoute
sur n'importe quelle application de podcast. Si vous souhaitez aller écouter ces archives de podcast-là, où je parle de vie simple et sereine dans le monde moderne, et notamment de philosophie, de simplicité de vie, de minimalisme et de choses comme ça, si ça vous intéresse. Et je sais plus si j'en ai beaucoup parlé sur le podcast, mais je sais que sur YouTube, j'avais fait une série de vidéos autour de l'opération porte-monnaie zippée, donc une opération, un espèce de défi par rapport à ma consommation pour moins consommer, moins acheter. Je vous en avais parlé en 2019-2020 peut-être, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que je n'ai pas mentionné les choses. Donc où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? La première chose que j'ai envie de soulever, avant de rentrer dans le détail de ma philosophie de vie actuelle, c'est que je ne me considère pas comme une personne minimaliste. Je m'intéresse au minimalisme, je me suis beaucoup intéressée au minimalisme par le passé, notamment en 2011-2012 avec le livre L'art de la simplicité de Dominique Laureau. Il y avait l'époque du blog The Minimalist, je sais pas trop ce qu'ils sont devenus ces deux-là. Il y avait pas mal de blogs américains à l'époque sur le minimalisme qui avaient beaucoup de succès. Courtney Carver avec le projet 333 qui consistait à avoir 33 vêtements pour 3 mois, quelque chose comme ça. Il y avait le blog Zen Habits aussi par Leo Babauta qui était sympa, qui mélangeait le côté minimalisme et slow justement, je trouvais ça très intéressant. Voilà, il y a vraiment, après il y a Marie Kondo qui est apparue avec, même si elle se qualifiait pas de minimaliste non plus. Mais quelques années après, il y a Marie Kondo qui est apparue, qui a voulu trier toutes nos maisons, ranger toutes nos maisons. Voilà, donc c'est un phénomène quand même qui a pris pas mal d'ampleur, et même plus récemment, une chaîne YouTube à laquelle je suis encore abonnée qui parle de minimalisme et de vie sereine, que j'apprécie beaucoup. C'est une chaîne anglophone qui s'appelle Malama Life, et c'est une américaine d'origine coréenne qui habite à Hawaï, qui transmet justement sa philosophie de vie, et je pense que elle se qualifie de minimaliste. Et une autre chaîne que je suis, que j'aime beaucoup, toujours sur YouTube, qui s'appelle Benita Larsson, et donc là c'est une Suédoise qui habite à Stockholm, qui a la soixantaine, qui vit seule, hein, ses enfants sont grands, elle est plus avec son ex-mari, donc elle vit seule à Stockholm, et elle a beaucoup de contenu minimalisme matériel, donc elle parle beaucoup d'appartements peu décorés, propres, de comment on maintient ses possessions, comment on entretient ses objets, donc elle est vraiment plus tournée, Malama Life elle est plus dans la philosophie de vie, donc le côté état d'esprit, vision des choses, expérience de vie, etc. Benita Larsson elle est plus côté minimalisme physique et d'objets quelque part. Donc voilà, les deux ressources que je continue à consulter aujourd'hui sur ce domaine-là. Et après, je me suis beaucoup intéressée au minimalisme numérique et au minimalisme organisationnel, notamment avec les bouquins de Greg McKeown. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Essentialisme, et un autre livre sur la productivité qui s'appelle Lorio, comment il s'appelle ce bouquin que j'ai lu en début d'année là ? Effortless. Zéro effort en français, je crois. Et puisqu'on parle de bouquins, un autre auteur dont j'ai beaucoup aimé le travail, c'est un japonais qui s'appelle Fumio Sasaki. Il a écrit 2 livres qui sont tous les 2 traduits en français. Un livre sur le minimalisme et un livre sur les habitudes. Donc si vous cherchez Fumio Sasaki, je pense que vous trouverez le titre, je me rappelle plus. Celui sur les habitudes, c'est ces habitudes qui font grandir votre talent. Et celui sur le minimalisme, je me rappelle plus du titre. Je vous mettrai tout ça dans les notes de l'émission, en description de la vidéo, etc. Mais voilà, pour les ressources dont je me souviens aujourd'hui et dans lesquelles je puise encore aujourd'hui. Cela étant dit, je suis partie dans les ressources, mais j'avais commencé par vous dire que je ne me qualifie pas moi-même de minimaliste, même si je consomme des ressources sur le minimalisme, que c'est une philosophie de vie qui m'intéresse, et que je tiens à mener une vie intentionnelle du point de vue matériel, physique, objet, gestion du budget, etc. Je choisis de ne pas me qualifier minimaliste parce que dans l'idée du minimalisme, il y a l'idée de s'entourer de très peu d'objets. Ça fait quand même partie, même si c'est quelque chose qu'on pourrait discuter et c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, philosophiquement parlant, on va dire. Aujourd'hui, la manière dont le mot minimalisme est perçu dans le monde public, une personne minimaliste, ça va être une personne qui possède peu d'objets, et moi c'est pas mon cas. Je suis une artiste, une créatrice, qui suis très sensible à la beauté et à l'esthétique. C'est hyper important pour moi de m'entourer de beaux objets,
J'aime me sentir bien chez moi. J'aime que mon intérieur soit décoré à mon goût. Et il y a des choses que j'aime collectionner. J'aime collectionner les mugs artisanaux pour mon thé et mon café. J'aime collectionner la papeterie créative. J'aime collectionner les bijoux. J'aime collectionner les sacs à main. Je crois que j'ai beaucoup plus de sacs à main qu'un minimaliste ou une minimaliste pourrait se targuer d'avoir. Je crois que je dois avoir une quinzaine de sacs à main au total, par exemple. J'ai beaucoup de livres aussi, même si depuis que j'utilise des liseuses, j'ai beaucoup moins de livres papier à la maison. Mais je continue de temps en temps à m'acheter des livres papier que je trouve beaux, comme le cas de Plein ciel par Siècle Vaillant que nous avons lu dans le club de lecture Patreon en mai et juin 2024. Et il y a un récap de lecture disponible pour tous les paliers de mécènes. Vlog de lecture récap sur cette lecture-là, et j'avais acheté la version en plus super belle brochée qui coûtait pratiquement 30 €, qu'a fait Brajlon, qui est une très très belle édition. Donc il m'arrive de temps en temps de m'acheter des objets comme ça, et j'aime aussi beaucoup m'acheter de l'art et de l'artisanat d'art. Donc j'aime m'acheter des bibelots, des vases, des tableaux, des tirages d'art, des tableaux originaux, des choses comme ça. J'aime avoir plein de plantes chez moi. Bref, vous avez compris l'idée. Je ne me qualifie pas de minimaliste parce que j'aime m'entourer de tout un tas d'objets qui me rend heureuse. Et du coup, je pense que ça peut être trompeur pour les personnes qui ont une certaine définition du minimalisme dans leur tête de me qualifier de minimaliste. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis quelques années, je ne parle plus de mener une vie minimaliste, je parle de mener une vie simple et intentionnelle. Et donc pour moi, ce qui est au cœur de ma philosophie de vie aujourd'hui par rapport à tous ces sujets-là, c'est le côté intentionnel des choses. Donc gérer mon budget intentionnellement, choisir quel budget j'accorde à quel type d'objet, sélectionner les objets qui rentrent dans ma maison en fonction de mes besoins à moi ou à nous, si c'est pour l'ensemble du foyer bien sûr, en fonction de mon style de vie, en fonction de mes préférences, en fonction de ce qui va être le plus en adéquation avec l'usage que je vais en faire. Et en gros, ma démarche, c'est une démarche de ne pas me laisser diriger par des comportements semi-automatiques, soit qui sont issus de vieilles habitudes qui ne me correspondent plus, soit qui soient issus tout simplement du marketing, parce que je pense que c'est illusoire. Pour m'intéresser au minimalisme depuis pratiquement 15 ans, et pour en plus être une professionnelle de la communication depuis 15 ans, je peux vous dire qu'on peut être au courant des techniques marketing autant qu'on veut, on y est quand même sujet. Aujourd'hui, les grandes entreprises, quand elles mettent en place leur stratégie marketing, leur stratégie de vente, elles utilisent la psychologie humaine et elles s'appuient sur la psychologie humaine, sur les émotions humaines, sur les besoins humains. Donc on a beau être au courant de comment ça marche, on y est quand même inconsciemment susceptible, qu'on le veuille ou non. Comme une illusion d'optique, on a beau vous expliquer que les deux bâtons ils font la même longueur, et ben non, l'illusion d'optique, il y en a un que vous voyez plus court que l'autre, et vous avez beau expliquer au cerveau, mettre une règle dessus et lui montrer qu'ils font la même taille, vous allez continuer à en voir un plus court que l'autre. Et en fait, les techniques de marketing, de vente, de consommation, c'est pareil. Ça marche parce que ça fait appel à des fonctionnements cérébraux inconscients. Donc moi, mon approche par rapport à ça, c'est plutôt de conscientiser mes habitudes d'achat et de conscientiser mes mécanismes d'achat en tant que consommatrice et de remettre de l'intention là-dedans, de ne pas écouter aveuglément les discours marketing des uns et des autres, mais de commencer par définir mes besoins, mes envies, mes goûts. Je vous expliquais en début d'émission que par exemple en tant que créatrice, en tant qu'artiste, je suis très sensible à l'esthétique, à la beauté des objets qui ont pour rôle de décorer mon appartement par exemple. Ça va être un critère important pour moi. Pareil pour tout ce qui est vestimentaire et stylistique, j'ai envie de nourrir un style qui est cohérent, qui correspond à mon esthétique, c'est quelque chose qui est important pour moi. Il y a aussi la question de mes valeurs, c'est-à-dire à quel genre d'entreprise et à quel genre de produit j'ai envie de donner mon argent. Donc je sais que je préfère favoriser la seconde main quand j'ai le temps de chercher, quand c'est pas un besoin immédiat. Je sais que je préfère également favoriser les plus petites entreprises ou les plus petits commerçants
plutôt que les très grands groupes quand je peux. Je sais que je préfère favoriser les artisans et les artistes et les indépendants et les marques indépendantes, puisque c'est moi-même ce que je développe avec Café aux Étoiles et du coup j'ai envie de soutenir des démarches similaires à la mienne. Je sais que j'ai envie de favoriser des choses qui sont les plus locales possibles, avec des entreprises qui ont des démarches les plus écologiques possibles. Voilà, je vais avoir une liste de valeurs, de besoins, de choses comme ça, et je vais faire l'effort conscient de partir de ça pour décider ce que je consomme, auprès de qui, pour prendre mes décisions d'achat. Et quand je sens que j'ai envie d'acheter machin, de remettre de la conscience sur est-ce qu'il y a un côté de tampon émotionnel, c'est-à-dire est-ce que là je suis en train de surconsommer parce que je me sens pas bien. Je vous avais donné un exemple si vous regardez les vidéos point du mois sur YouTube, la chaîne Floryteller. Je le précise pour les personnes qui écoutent en podcast, parce que si vous regardez, vous êtes sur la chaîne, donc vous savez très bien de quelle chaîne je parle. Et je sais plus quand au printemps, je vous ai montré un sac à main que j'ai acheté ce printemps. J'ai acheté 2 sacs à main cette année. Un sac à main que j'ai acheté ce printemps, et je vous expliquais que dans un café du matin, c'est un autre contenu où je vous expliquais que j'ai arrêté d'écrire dans mon journal pendant quelques semaines et que du coup les habitudes un peu automatiques de gestion des émotions un petit peu inconscientes étaient revenues à la surface et que je me suis rendu compte après coup, après avoir acheté ce sac à main dont je suis par ailleurs très contente, que tiens, ça c'était un achat émotionnel parce que j'ai eu un printemps assez chargé, même émotionnellement chargé parce que je me suis mise à mon compte et que c'est pas facile. C'est un changement de vie qui est quand même assez considérable et qui génère une certaine tension émotionnelle à traiter et à accueillir, etc. Et aussi parce que je n'écrivais plus dans mon journal à ce moment-là, j'étais trop occupée, je me sentais trop dépassée, etc. Et je n'avais pas ce mode de gestion émotionnelle et je me suis retrouvée à acheter un sac à main. Par le passé, la gestion des émotions par l'achat d'objets, donc ce que les anglophones appellent la shopping therapy, la thérapie par le shopping, je sais que c'est quelque chose auquel je suis sujette. Donc l'intentionnalité, c'est aussi remettre de l'intention, avoir conscience de mon fonctionnement en tant qu'être humain et en tant que consommatrice, et autant que possible venir remettre de l'intention là-dedans. Voilà, donc ça c'est la première chose qui définit ma philosophie de vie par rapport à la simplicité et aux objets aujourd'hui, c'est que pour moi c'était avant tout une vie intentionnelle, où je prends conscience des mécanismes de marketing, où je prends conscience des mécanismes de tampon émotionnel, de gestion des émotions, et que je mets en place autant que possible des techniques pour arrêter l'achat automatique et me laisser le temps de respirer, d'observer et de remettre de l'intention dans ce que je choisis d'acheter et pourquoi je l'achète, etc. La deuxième chose qui caractérise ma philosophie de vie simple telle qu'elle est aujourd'hui en 2024, au moment où je tourne ce contenu, c'est que plutôt que de chercher à posséder le moins d'objets possible, je vais mettre de l'intention dans les objets qui m'entourent. Donc là, je vous ai parlé de l'intentionnalité dans l'acquisition d'objets, dans le processus d'achat, dans mes comportements d'achat, mais il y a aussi cette intentionnalité-là dans la gestion de ma collection d'objets actuelle. Donc là où le minimalisme, il va dire faut en posséder le moins possible, faut garder que l'essentiel, etc. Moi, j'ai pas forcément envie de garder que l'essentiel, comme je vous disais, j'ai envie de garder tous les objets qui me font plaisir. Et puis si ce qui me fait plaisir, c'est une collection de 20 mugs, une collection de 15 sacs à main, bah, je vais garder mes 20 mugs et je vais garder mes 15 sacs à main. Mais on est encore dans le côté intentionnel. C'est-à-dire que je ne veux pas laisser s'accumuler chez moi des objets qu'on n'utilise pas, qui nous servent à rien, qui nous encombrent et qui ne nous apportent aucun bénéfice. Je crois que c'est William Morris qui disait ne gardez chez vous que les objets que vous savez utiles ou que vous trouvez beaux. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres critères que l'utilité et la beauté, mais le concept qu'il y a derrière, c'est d'évaluer finalement les objets qu'on a chez soi et se demander s'ils sont encore utiles, s'ils répondent encore aux besoins qu'on a, et de savoir trier quelque part, trier les choses de manière intentionnelle, remplacer les objets s'ils ne font plus leur office. Alors après, j'ai quand même un état d'esprit où je veux tirer le meilleur parti de ce que je possède déjà. Dans le sens où, si un objet n'est plus tout à fait adéquat
parce qu'il est vieillissant, parce que mon style de vie a évolué depuis, parce que j'utilise plus autant qu'avant, parce que la technologie a évolué et qu'il y a des choses plus récentes qui seraient beaucoup mieux adaptées à mes besoins aujourd'hui, ce sera pas mon premier réflexe de le changer. Mon premier réflexe, ça va être de me demander comment je peux optimiser ce que je possède déjà. Est-ce que je peux utiliser différemment ce que j'ai déjà? Donc ça peut être réorganiser les meubles dans une pièce pour que la pièce soit plus agréable et mieux optimisée. Ça peut être quand je vois qu'il me manque un truc, qu'il y a un besoin, que ce soit un besoin de déco, de meubles, de je sais pas quoi, je vais d'abord piocher dans les objets que je possède déjà. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui ferait l'affaire et que je peux réutiliser dans ce nouvel usage dont j'ai besoin, si l'usage dans lequel il est présentement, j'ai plus besoin par exemple. Donc je vais toujours avoir le premier réflexe de tirer le meilleur parti possible de ce que je possède déjà, ce qui signifie aussi en prendre le plus grand soin possible, le faire durer le plus possible. Et c'est seulement quand je vais arriver au point où je vais me dire non bah là je suis désolée mais c'est plus possible, là il sert plus mes besoins, ça me complique la vie au lieu de me la simplifier. En fait c'est une évaluation de est-ce que les inconvénients de l'objet me pèsent davantage en termes de confort, en termes de dépenses d'énergie, en termes de choses comme ça, que ce que ça me simplifie la vie. Et si à un moment donné le coût de l'objet, que ce soit le coût d'encombrement, le coût de non-praticité, de non-facilité d'utilisation, le coût d'obsolescence, le coût de vieilloterie, le coût de il est mal foutu, faut le réparer, de briquet de broc, machin. Si ce coût-là devient trop pesant sur ma charge mentale et opérationnelle, c'est là que je vais me dire ok, il va peut-être être temps de le remplacer. Mais je vois ça comme un dernier recours plutôt que comme la solution par défaut, disons. Donc je vais toujours chercher à optimiser, quitte à repeindre par exemple, si un truc qui me plaît plus, ben, je vais essayer de voir est-ce que je peux pas le repeindre ou le customiser pour lui donner une deuxième jeunesse plutôt que de le jeter, vous voyez, ce genre de truc là. Donc ça c'est la deuxième chose. Cultiver mes collections actuelles avec intention, en prendre le plus grand soin possible, le faire tenir le plus longtemps possible, mais savoir avouer ma défaite quelque part. Par exemple, dans les vêtements, si je me rends compte que je me sens pas bien dans un vêtement, que je me force à continuer à le porter, que j'arrive jamais à trouver une tenue dans laquelle je me sens bien, mais quelque part que je me force à le garder parce que soit je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, soit il est encore en bon état, bah c'est là que je vais me dire on va pas être plus réaliste que le roi. Si je prends aucun plaisir à porter ce vêtement et qu'à chaque fois je me tourne vers quelque chose qui me plaît mieux, bah ça veut dire qu'il en compte ma garde-robe pour rien, et c'est là que ça peut être plus intéressant de s'en débarrasser par exemple. Et ensuite, dans justement comment je me débarrasse des objets, ça je pense que ça n'a pas changé depuis les contenus de l'époque, hein. C'est-à-dire que alors je fais pas beaucoup de ventes parce que ça m'ennuie. Je sais qu'il y a des personnes qui tirent beaucoup profit de tout ce qui est Vinted et compagnie. Personnellement, j'estime que l'énergie que ça me coûte, sachant que je suis introvertie, que la relation avec les autres c'est compliqué pour moi, que ça me prend de l'énergie, venir discuter avec les acheteurs et tout ça machin, moi ça me... Justement le rapport coût-bénéfice, ça me coûte trop. Donc revendre, ça je le fais peu. Il m'est arrivé de revendre des objets culturels, genre des livres, des trucs comme ça, genre chez Gilbert Joseph ou un truc du genre. Mais je sais que je revends peu, j'ai plutôt tendance à donner, recycler et en dernier recours jeter. Toujours en réfléchissant à l'équilibre éthique, écologique versus charge mentale et opérationnelle que ça me prend. Parce qu'aujourd'hui, mon énergie mentale et opérationnelle, c'est ma ressource la plus précieuse. Donc je fais mes choix aussi à l'aune de ça. Voilà, donc en conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que là où j'en suis dans mon approche de simplicité et de rapport à l'objet, je pense que j'ai trouvé un équilibre. Je pense que c'est aussi pour ça que je vous en parle assez peu aujourd'hui, parce que j'ai trouvé en fait l'équilibre qui me convient. Ça m'a énormément apporté. Il y a eu un moment en fait où je me suis beaucoup sentie influencée justement par le mouvement minimaliste et où je me sentais très coupable d'avoir plein de mugs artisanaux ou plein de sacs à main, puisque c'est ces deux exemples-là que je vous ai donnés depuis le départ.
en me disant si j'étais une bonne minimaliste, je me débarrasserais d'une partie de mes mugs, je me débarrasserais d'une partie de mes sacs à main, tata. Et en fait, j'ai adopté finalement la même philosophie de vie qu'avec tous les autres domaines, à savoir que ce que je mets en priorité, ce sont mes goûts, mes besoins, mes préférences et mon style de vie et mes envies à moi, et qu'à partir de là, je mets en place un système qui me correspond, en faisant confiance au fait que je connais ma vie, que je connais mes besoins, etc., plutôt que de chercher à adhérer à une pression sociale ou à une injonction sociale, en l'occurrence toutes les injonctions qui sont nées autour du mouvement minimaliste quand il a commencé à être populaire en fait. Et aujourd'hui je me suis dit l'essentiel c'est d'être en paix avec moi-même, en paix avec mes choix, en paix avec mes priorités, avec mes goûts, et non seulement de les assumer mais de les porter fièrement quelque part. Et du coup aujourd'hui je porte fièrement le fait que je suis une artiste, une créatrice, une créative, que je suis extrêmement stimulée en fait par mon environnement physique, et que oui j'accorde de l'importance aux objets qui m'entourent, pas forcément pour eux-mêmes en tant qu'objets, mais pour ce qu'ils m'apportent en fait, les émotions qu'ils m'apportent. Ça m'apporte beaucoup de joie de vivre dans un appartement qui est bien décoré et qui a une décoration qui est uniforme et cohérente. Ça m'apporte énormément de joie. Ça m'apporte énormément de joie de, par exemple, d'acheter un objet artistique ou artisanal en voyage et puis de décorer mon appartement avec, parce que je soutiens le travail de l'artiste ou de l'artisan en question, parce que ça me fait un souvenir de voyage et que du coup à chaque fois que je vais le voir chez moi, je vais me rappeler de ce moment-là de ma vie. Et c'est ça que m'apporte l'objet en fait. Et c'est pour ça que cet objet il a une importance pour moi. Et je préfère m'entourer d'objets de cette sorte-là, plutôt que d'avoir un intérieur tout vide, qui serait pour moi ennuyeux et qui ne me stimulerait pas assez en tant que personne créative, ou plutôt que d'acheter un truc générique chez Ikea qui n'a finalement aucune âme. C'est-à-dire que quelque part j'ai un peu une philosophie de vie autour du fait que un objet créé par un être humain ou vendu par un être humain qui vient d'un moment particulier de ma vie, que j'achète ou que quelqu'un m'offre, etc. Toute l'intention qu'on met dans ces objets-là, que ce soit la personne qui le crée, la personne qui l'a sélectionné, qui le revend, que ce soit la personne qui me l'offre si c'est un cadeau, tout ça, ça apporte une sorte d'âme à l'objet quelque part, et j'ai envie d'honorer ça. J'ai envie d'honorer ça plutôt que de cultiver un minimalisme ou utilitariste où les objets sont censés être uniquement fonctionnels. Je suis pas du tout dans la philosophie utilitariste quoi. Je trouve que le beau et l'artistique c'est hyper important dans le quotidien d'un être humain, et en tout cas c'est hyper important dans mon quotidien, et depuis que j'ai embrassé ça, je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même et beaucoup plus en paix avec mes choix intentionnels d'achat, de maintien de ma collection et de tri. Et c'est la même chose pour mon style vestimentaire, tout ce qui est vêtements, accessoires, bijoux, etc. C'est que j'assume complètement en tant que femme que j'aime les beaux vêtements, pas forcément des vêtements chers, mais des vêtements dans mon style, que j'aime les jolis bijoux. Il y en a que je fabrique, et ben j'aime bien les fabriquer. Il y en a que j'achète, et ben j'aime bien soutenir les créateurs et les créatrices qui ont créé les bijoux que j'achète. J'aime les jolis sacs à main, j'aime les assortir mes sacs à main avec mes chaussures. Et au lieu de me sentir coupable de ça ou de répondre à une injonction, que ce soit une injonction minimaliste ou une injonction féministe aussi, qu'on devrait s'en foutre de notre apparence, etc. Non, j'embrasse complètement ce qui me fait plaisir à moi et ce qui apporte de la valeur à ma vie, à moi. Et au final, c'est ça le plus important, je pense. C'est de savoir être aligné avec soi-même et avec ses valeurs, et finalement faire des choix avec lesquels nous on est en paix, et avec lesquels on est en accord, plutôt que de répondre à une espèce de pression sociale quelque part, quelle que soit l'origine de cette pression sociale. Et enfin, la dernière chose, avant de vous quitter pour cette émission mensuelle, la dernière chose, c'est que j'ai appris à hiérarchiser mes valeurs, à prioriser, de la même manière que je mets des priorités dans l'agenda pour le côté minimalisme temporel, quelque part, le côté slow, le côté organisation sereine, vous voyez. J'ai appris à appliquer la même philosophie aux objets, c'est-à-dire que c'est très difficile de tomber sur l'objet qui coche 100% des cases,
qui soit à la fois dans le bon budget, avec la bonne esthétique, fait par des artisans à la main, des artistes, des machins, que ça vienne de France, que ça vienne pas d'Amazon, que les matières premières soient issues de quelque chose de 100% écologique, que la démarche de l'entreprise soit 100% en accord avec mon éthique. Il y a un moment donné, ça n'existe pas en fait. Le truc qui est 100% parfait n'existe pas. Et du coup, j'ai appris dans mon éthique de consommation à mettre des priorités en fonction de chaque objet. Est-ce que le plus important, c'est le côté, par exemple, éthique et environnemental? Est-ce que le plus important, c'est le côté soutenir l'artiste et l'artisan? Est-ce que le plus important, c'est le budget? Parce qu'il y a des situations où le plus important, c'est le budget. Ça nous arrive à tous et à toutes, voilà. Est-ce que le plus important, c'est le côté pratique qu'on trouve facilement et rapidement parce qu'on a un besoin immédiat et qu'on n'a pas le temps de consacrer de la charge mentale et opérationnelle à trouver le truc parfait? Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, je me pose la question, quand je suis dans une démarche de réflexion d'achat sur un objet, je vais me dire, dans ce contexte-là, pour cet objet-là, quels sont les 2-3 paramètres les plus importants par rapport à mes besoins et par rapport à mes valeurs, et j'accepte que ça ne coche pas toutes les cases. Et je laisse tomber le perfectionnisme, en fait, de vouloir tout cocher, de vouloir mener la vie simple, parfaite, parce que déjà, ça crée des injonctions incroyables. Ah bah oui, il faut manger bio, faut éthique, faut machin, mais il faut aussi tenir son budget, et il faut aussi que ce soit fait en France, et faut... Bah, à un moment donné, on pète un câble, hein. Les injonctions sociales, ça va bien 5 minutes, surtout quand on est une femme, et surtout quand, comme moi, on s'apprête à devenir mère. Alors là, si je commence à péter un câble avec les petits pots faits maison, les couches lavables, les machins comme ça, je pense que ça va pas être possible. Donc je pense que c'est aussi très bon pour sa propre santé mentale de savoir reconnaître ses limites d'être humain et de savoir prioriser les choses au lieu de vouloir tout faire parfaitement. Donc ça fait partie des dernières choses que j'ai comprises ces dernières années à ce sujet-là. Avec toujours comme importance principale l'intention. Si je cherche un nouvel outil pour ma machine à découper, pour la papeterie de Café aux Étoiles, qu'il faut que ce soit compatible avec ma machine, le plus important, ça va être de trouver l'objet qui répond à mes besoins professionnels et qui soit compatible avec mon matériel. Et si j'achète sur Amazon, eh ben il sera acheté sur Amazon. Par contre, si je suis en vacances, que j'ai envie de me ramener un souvenir, que j'ai envie que ce souvenir il porte justement une signification, eh ben le plus important, ça va être de trouver un artiste ou un artisan ou une artiste, une artisane, de trouver quelque chose de local, quitte à le payer plus cher, ben oui, les mugs artisanaux sont plus chers que les meubles d'Ikea, quitte à mettre le prix pour honorer le travail de la personne, et quitte à ne rien acheter si je ne trouve rien, plutôt que d'aller acheter une merde fabriquée en Chine sur un marché touristique, vous voyez. Donc les paramètres et les valeurs ne seront pas les mêmes en fonction du pourquoi je fais cet achat et en fonction du contexte d'achat. Voilà, donc intentionnalité en numéro 1 et accepter mon humanitude, accepter mes limites. Je n'ai pas une charge mentale illimitée, je n'ai pas une charge opérationnelle illimitée, je n'ai pas un budget illimité, je n'ai pas un choix qui s'offre à moi illimité, donc je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout cocher. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est pertinent à partager avec vous au sujet de la vie simple et le consommation intentionnelle dans ma vie d'être humain et d'artiste aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le sujet, s'il y a des points que vous souhaitez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez le faire par mail sur bonjour@caféauxétoiles.fr. Vous pouvez venir le faire sur le Discord, le salon Discord de Café aux Étoiles. Vous pouvez venir le faire en message privé sur Instagram. Vous pouvez le faire en commentaire sous la vidéo. Rappelez-vous qu'au moment où sort ce podcast, je suis en congé maternité, donc il est fort possible que je ne sois pas en mesure de répondre à tout le monde et que je ne sois pas en mesure de répondre vite. Mais sachez que je finis par lire tout ce que vous me dites et je m'efforce de répondre à un maximum de messages. Je prends note et j'en tire parti. Donc je vous invite à la patience, surtout si vous consultez ce contenu au moment de sa sortie. Parce qu'en sortie de congé maternité, je pense que j'aurai beaucoup de choses à rattraper
et pas beaucoup de temps et d'énergie pour le faire. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne m'empêche pas de tout lire, de tout consulter, simplement faire preuve d'un petit peu de patience et de compréhension, ça fait aussi partie de mes choix de slow entrepreneuriat, on va dire, d'approche sereine de ma vie professionnelle. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ça ne tombera pas dans l'oreille d'une sourde et ça deviendra un contenu un jour ou un autre. En tout cas, je vous remercie d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!